Or, ce soir, nous avons Khalil, qui est maître praticien en PNL, Tout à fait. qui est aussi kinésiologue et naturopathe. C'est bien ça. Et qui, ce soir, il se représentera un peu plus et un peu mieux que moi. Et ce soir, il va nous parler de l'amour de soi, et il m'a dit, et pas que. Et pas que. Et pas que. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une bonne réunion. Vous avez Joël, Vanessa, Loïc et Fabien qui sont là, qui sont les membres du bureau et les membres actifs de l'association. Si certaines personnes ont des questions spécifiques sur l'association, s'ils ont des questions spécifiques sur la PNL, voilà, ils sont là pour répondre à vos questions et moi demain. Bonne soirée et à tout à l'heure. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée? Bon, c'est pas très convaincant, mais on va y croire, ça va. C'est cool. Donc, avant de me présenter, je vais vous faire un cadeau. Donc, bonsoir. Je vais vous faire un petit cadeau et vous allez m'en faire un aussi. Alors, ce petit cadeau, c'est des petites cartes que j'ai amenées avec moi. Et alors, on va parler à peu près pendant 1 heure, 1 heure quart dans un voyage dans lequel je vais vous amener. Et le cadeau que moi je vais vous demander, c'est de ne pas me poser la question de ce que symbolise cette carte. Il y a un petit message dessus. Ce message, ça peut être le message du moment, de la journée, peut-être une question que vous vous posez. Et après la conférence, vous pourrez me poser cette question, de savoir à quoi ça correspond. Peut-être que lors de la conférence, je répondrai déjà à votre question, c'est possible, donc dans ces cas-là, tant mieux. Et pour les autres, eh bien, vous me voyez après la conférence. Ça va? Ok, super. Alors, je me présente. Je m'appelle Khalil John Massé. Je suis donc naturopathe, kinésiologue et donc depuis quelques mois, maître praticien PNL. Alors, le titre de cette conférence, c'est « La vie est une histoire d'amour avec soi ». Et l'histoire de cette conférence, c'est avant tout un livre que je me suis mis à écrire il y a 1 an et demi et qui vient juste d'être terminé de corriger. Donc, normalement, on va dire l'étape suivante, ça sera l'impression de ce livre. Et j'ai essentiellement écrit ce livre pour moi. Alors c'est très égoïste, parce que normalement on écrit un livre pour les autres, pour ce qu'on a peut-être à transmettre. Mais ce qui était important pour moi, essentiellement, c'était de remettre toutes mes idées en ordre. Après à peu près 16 ans de formation, de cours, de consultations, de conférenciers rencontrés, on a beaucoup de choses en tête. Et à un certain moment, on ne sait pas très bien dans quel sens il faut prendre toutes les informations. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans, c'est quoi ce rire? Ah, gourmande. Peut-être après, ouais. Alors donc, quand j'avais 18 ans, je disais donc il y a 4 ans, je suis allé voir un psy. Parce que quand on est plus jeune, on se pose des questions et je me suis dit que la meilleure personne qui pouvait m'aider, c'était un thérapeute. Ce thérapeute, je suis allé le voir parce que pour moi, ce qui était essentiel, c'était de répondre à la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir la vie que je rêve? À peine à 18 ans, donc on a déjà beaucoup de rêves et on veut que beaucoup de choses se réalisent. Alors pourquoi est-ce que je suis allé le voir? Parce que depuis mon plus jeune âge, je lis beaucoup de livres et essentiellement, j'ai commencé avec des livres sur le développement spirituel. Vous savez, tous ces trucs sur la fameuse loi d'attraction, sur les énergies, sur on attire à soi ce que l'on est. Et en allant voir ce thérapeute, il m'a dit, écoutez, ce qui est important, c'est que si vous voulez savoir qui vous êtes, il faut d'abord savoir d'où vous venez. Alors vous sortez de là avec une rage incroyable parce que vous êtes frustré. Vous avez donné 90 € à un gars qui portait des triples foyers et qui sointait la pédophilie. Et ce qui est triste, c'est que j'avais vu 2 heures auparavant une superbe paire de baskets et je n'ai pas pu aller l'acheter parce que j'ai préféré aller voir ce thérapeute. Tu as une carte? Non? Je t'en prie. Alors je suis allée le voir et c'est vrai que ça n'a pas forcément répondu à ma question, mais ça a laissé quand même malgré tout une trace, aussi une gourmande. Ah, tu as déjà. Hop, de ce côté-là, on a. Et ici, on a. Ah.
Alors vous pouvez lire votre carte, bien évidemment. Alors, je suis allé le voir, effectivement, j'ai reçu cette information-là, et je me suis dit, bon, c'est quand même particulier parce que tous les livres que j'ai pu lire dans le développement spirituel, puis après par la suite dans le développement personnel, en psycho, etc., me disaient toujours la même chose. Apprenez à avoir confiance en vous, aimez-vous. Ok, mais concrètement, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi? Et qu'est-ce qui fait que, même si à un certain moment, à force d'aller rencontrer des thérapeutes, des conférenciers, de lire beaucoup de choses, on se rend compte que oui, c'est vrai, on apprend à s'aimer un peu plus. Un matin, on se lève, on se dit « super, j'ai confiance en moi ». Bon, ça dure 10 minutes, et puis généralement, 1 heure plus tard, on retombe dans ces patterns. Alors, ça fait du bien, effectivement, ces 10 petites minutes, on se dit « super, enfin, on y est arrivé ». Mais malgré tout, il y a un vide à l'intérieur. Alors on se dit, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver quelqu'un qui va un petit peu remplir ces vides. Donc généralement, c'est surtout en tombant amoureux. Dans ces cas-là, on peut remplir ces vides. L'autre va remplir nos besoins, nos attentes, on va se sentir comblé, c'est magnifique, etc. Mais quand il part toujours avec tout le reste. Et le vide, il est toujours présent. Alors je me posais toujours cette question, mais qu'est-ce qui va faire qu'à un certain moment, je vais commencer à me sentir rempli? On va essayer de commencer un petit peu à s'aimer. Mais c'est pas pour autant évident. Les questions étaient toujours les mêmes, et je retournais toujours vers les mêmes livres. Et en rencontrant des personnes lors de mes propres consultations, les gens me disaient souvent, c'est horrible, après 10 ans ou 15 ans de psychanalyse, de thérapie, on en arrive toujours à la même constatation. Je comprends tout, mais il n'y a rien qui change. Pourtant, il y a des choses qui changent. Quand vous achetez un nouveau livre et que vous dites « ça y est, je vais appliquer ce truc-là ». Et ça fonctionne pendant quelques jours, et puis après quelques jours, vous oubliez, jusqu'au prochain livre que vous achetez. Et là, vous dites « super, j'ai la réponse, enfin, la réponse qu'on cherche depuis très longtemps ». Vous savez, cette réponse-là où on se dit « une fois que j'aurai compris ça, tout va se transformer comme par miracle ». Et puis, bien évidemment, il n'y a rien qui se transforme par miracle. Vous découvrez un autre problème qui fait que vous achetez de nouveaux livres, vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouveaux thérapeutes, de nouveaux conférenciers, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu une espèce de spirale sans fin, qui est très frustrante, quelque part, mais qui est peut-être nécessaire pour se découvrir. Un peu comme Gérard. Gérard, il a eu un cancer. Il en est mort, d'ailleurs. Il a eu ce cancer parce que dans sa vie, il n'était pas franchement malheureux, mais il n'était pas non plus franchement heureux. Et Gérard n'a pas vraiment fait attention à lui. C'est-à-dire qu'il a vécu sa vie, et à un certain moment, il est tombé malade. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à tomber malade? Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, il ne s'est pas suffisamment écouté pour dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Jusqu'à quel niveau est-ce qu'il est allé? Comme Ginette. Ginette, elle retourne toujours vers le même genre de mec. Des mecs qui, à un certain moment, finissent par lui envoyer une bonne torgnole. À chaque fois, c'est la même chose. Elle les quitte et elle retourne toujours vers le même genre de personnage. Là aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, elle ne dit pas stop? Et elle vous dira, c'est plus fort que moi, je ne fais pas exprès, c'est vraiment plus fort que moi. En naturopathie, en médecine chinoise, on dit qu'il y a 3 piliers d'équilibre. L'équilibre physique, l'équilibre psycho-émotionnel et l'équilibre spirituel. Toujours en médecine chinoise et en naturopathie, on va vous dire, pour trouver l'équilibre physique, choisis-toi une bonne nourriture. Alors de préférence, puisque c'est très actuel, choisissons une nourriture qui puisse être bio, locale, de saison, et ainsi, tu pourras peut-être trouver l'équilibre au niveau physique. Fais du sport, si tu peux, tant qu'à faire, si ton corps te le permet. Choisis-toi aussi une bonne nourriture psycho-émotionnelle, de bonnes pensées, et des personnes aussi, autour de vous, qui vont vous permettre d'avoir de belles émotions. Quelque part, collectionner les belles personnes. Et enfin, l'équilibre spirituel, qui nous dit « nourris-toi de quelque chose qui fait sens ». Et comme le dirait quelqu'un dans l'assistance, si ça fait sens, ça fait soin. Voilà. Soin. Si ça fait sens, ça fait soin. L'ensemble de ces 3 piliers représente notre énergie.
c'est-à-dire ce que nous émettons comme information vers l'extérieur, mais aussi ce qu'on va avoir tendance à peut-être attirer vers soi. Après tout, tous ces livres, tous ces conférenciers nous disent toujours la même chose. Si on rayonne de l'intérieur, on va attirer à soi des personnes qui correspondent à cela, théoriquement. Cette énergie, et ces 3 piliers, symbolisent donc tout ce que je suis, ici et maintenant. Mais c'est vrai que pour moi, ce n'était pas la seule réponse. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce que ce psy m'avait dit en me disant « Vous devez apprendre à savoir d'où est-ce que vous venez. » Bah ouais, théoriquement je sais, maman, papa, voilà. Et quand Ginette disait « Oui, mais c'est plus fort que moi », je retombe toujours vers le même genre de personnage. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, elle n'arrivait pas à sortir de son mécanisme? C'est comme s'il y avait une forme de programmation. Et peut-être que nous étions programmés pour avoir des difficultés à nous aimer. Alors j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai repris tous mes livres. Je me suis dit, est-ce que la réponse est plutôt spirituelle? Est-ce qu'elle est plutôt psychologique? Est-ce qu'il faut aller chercher la réponse dans les neurosciences? Ou peut-être au final que tout se rejoint? Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre et que vous êtes ici ce soir pour la conférence. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on se dit que nous sommes peut-être programmés déjà d'une certaine manière, on a besoin de savoir d'où ça vient. Alors je suis retourné essentiellement, on va dire, à la cellule. Depuis des milliers d'années, nous sommes constitués de la même façon. C'est-à-dire, nous avons une tête, 2 bras, 2 jambes, un cœur, un cerveau, enfin théoriquement. Donc c'est vrai que des fois il y a des bugs. Il arrive parfois qu'on se retrouve avec un œil au milieu du front, un 3e téton. Mais généralement, c'est plus ou moins la même chose depuis des milliers d'années. Et ce corps est constitué de cellules. Ces cellules sont elles-mêmes constituées de molécules, ces molécules d'atomes, ces atomes de protons, de neutrons, de neutrinos, de quarks, et au final, de lumière. Depuis des milliers d'années, l'information passe toujours de la même façon. Et quand les cellules se créent, la cellule de la peau ne sera pas les mêmes que celle du cœur. Celle du cœur ne va pas réagir de la même façon que celle de l'estomac. Celle de l'estomac ne va pas non plus réagir de la même façon que celle de l'intestin. Il y a donc une information qui permet au corps de se développer d'une certaine manière et de faire son travail. Pour que les informations puissent passer au niveau cellulaire, nous avons besoin d'eau. Cette eau est présente dans notre corps à 70 à 80%. Si on enlève toute la matière du corps, nous sommes constitués à 99% d'eau. C'est énorme quand même, 99%. Et il reste simplement 1% de matière. Dans les années 80, Jacques Benveniste, un médecin, a fait des recherches sur la mémoire de l'eau. Malheureusement, on va dire que ce n'était pas l'époque où il fallait faire ce genre de recherche. Son travail a été totalement cassé. Il devait normalement recevoir le prix Nobel. Bien sûr, on l'a écarté, parce que dire que l'eau pouvait avoir une mémoire, c'était un peu particulier. Et ça n'avait pas de sens. Quelques années plus tard, Luc Montagnier, qui est le co-découvreur de la molécule du sida, s'est rendu compte que l'eau émettait un signal électromagnétique. Si elle émettait un signal électromagnétique, ça voulait dire qu'il y avait information dans l'eau. Il s'est posé la question s'il était possible de transmettre cette information dans un ordinateur. Effectivement, c'était possible. Et est-ce que de l'ordinateur, on pouvait envoyer une information dans l'eau? Là aussi, c'était possible. L'eau joue donc un rôle au niveau cellulaire comme transmetteur. Elle porte des informations, elle permet d'acheminer certaines molécules, certaines enzymes à travers les liquides interstitiels, synoviales, le liquide céphalorachidien, les sucs gastriques, etc. Mais simplement l'eau que vous allez ingurgiter va elle-même contenir une information bien précise. À partir de là, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'information, mais où est-ce que cette information va être stockée dans notre corps? À quel niveau ça se passe?
Bien évidemment, il fallait voir le chef d'orchestre, le cerveau. Et dans le cerveau, il y a un truc très spécifique, une boîte noire. Cette boîte noire s'appelle l'amygdale cérébrale. Elles vont par paire, comme nos amygdales ici. Cette amygdale va absorber toutes les infos que vous allez pouvoir capter de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Essentiellement de 0 à 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'après 7 ans, il n'y a pas des informations qu'on capte, mais disons que le mental se forme, on commence à avoir une déduction, à faire aussi des liens. Et quand ces liens sont faits, il est plus difficile de pouvoir capter de l'information. Au départ, l'enfant est simplement une éponge, une énorme éponge, à prendre toutes les infos qu'il va capter. La première fois que vous vous êtes piqué avec une aiguille, la première fois que vous avez fait l'amour, la première fois que vous avez acheté une voiture, la première fois que vous avez reçu une gifle. En fonction de la charge émotionnelle, l'amygdale va garder et capter cette information. Je vais vous lire un petit texte. C'est la seule fois où théoriquement je devrais lire de la soirée. Peut-être à la fin d'ailleurs. Mais, condition que j'ai ce texte. Oui. Alors. Dans les années 2009, certains scientifiques ont fait des recherches à savoir si ce que nous vivions au niveau psychologique pouvait avoir un impact sur notre physique. Et si cette information pouvait se retrouver quelque part dans le corps. On s'est rendu compte que des personnes qui avaient vécu des stress physiques ou psychologiques finissaient par avoir un dérèglement au niveau de certaines hormones. Et que ces hormones produisaient, on va dire, une forme de protéine qui se greffait au niveau de l'ADN. En 2009, une équipe de l'université McGill à Montréal, alors ça se retrouvera justement dans le livre, donc une petite partie que je vous fais cadeau ce soir, effectue des recherches sur les traces génétiques que laissent les abus sexuels dans l'enfance. Un article a été publié dans la revue Science et Vie et à propos de cela, et explique les diverses conséquences qu'il y aurait. Selon Moshe Sif, bon, lui malheureusement il a perdu un petit peu la loterie des prénoms, hein. L'un des auteurs de l'étude, il dit « Les abus sexuels entraînent un marquage chimique dans l'hippocampe, donc une zone du cerveau. Ce marquage empêche les gènes de s'exprimer. Normalement, il y a de ce fait-là une réponse altérée au stress. Les victimes d'abus présentent toutes une baisse de l'expression du gène impliqué dans la réponse au stress, ce qui explique la vulnérabilité et les tendances suicidaires chez ces personnes-là. Ainsi, si l'information endogène influence les réactions du corps, les influences exogènes vont aussi avoir une réaction déterminée. » Toujours dans la suite de cette étude continue en 2012, les recherches montrent que les maltraitances dans l'enfance laissent une trace dans l'ADN, jusqu'à la 3e génération. C'est ainsi que l'équipe a observé que l'ADN d'une petite fille d'une femme qui avait été violée par son père portait les mêmes modifications épigénétiques que sa grand-mère, et que les modifications étaient beaucoup plus importantes que chez la mère et la grand-mère. La petite fille issue du produit de l'inceste et qui n'a jamais été violée porte la plus grande cicatrice dans le génome de ses cellules. Ainsi, suite à cette étude-là, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient issus de viols pouvaient finir par devenir eux-mêmes des violeurs. Ou bien pouvaient devenir des sauveurs, c'est-à-dire travailler dans des structures qui permettent justement d'aider les personnes victimes de viols, ou tout simplement devenir avocat, ou thérapeute. Et on se rend compte que de ce fait-là, si, quelque part, un abus psychique ou physique va se marquer au niveau de l'ADN, quelles sont les autres informations, sans vivre des traumas, mais en ayant vécu peut-être, on va dire, une forte réaction émotionnelle, vont se greffer au niveau de notre propre ADN. Alors forcément, là, tout à l'heure j'en ai parlé ici, de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le fait que, par exemple, lorsqu'on va donner de la gelée royale à une abeille, elle va devenir une reine. Ça veut dire que la nourriture va modifier sa structure génétique. Pour nous, c'est la même chose. On s'est rendu compte qu'en tant qu'être humain, dans ces études liées à l'épigénétique, ça fait à peu près 4-5 ans dont on en parle réellement. On s'est rendu compte que le milieu dans lequel on était, le lieu qu'on habitait, la région, ce qu'on pouvait manger, la manière de s'habiller, va avoir une incidence sur tout ce que nous sommes.
Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont déjà lu des livres sur le développement spirituel, on retrouve ces théories depuis des années et des années. Par exemple le Feng Shui, voilà. Le lieu dans lequel vous habitez va avoir des actions sur qui vous êtes, etc. Mais ici, on vous en parle de manière beaucoup plus scientifique. Alors quand j'ai mis tout ça l'un à côté de l'autre, je me suis dit « Waouh, super, génial !» Ça explique pourquoi j'y arrive pas par moment. Parce qu'ici, au niveau de l'amygdale cérébrale, lorsque vous vous faites mordre par Kiki, le chien de mamie, que vous mettez votre main quand vous êtes petit à vous dire « Oh, j'ai envie d'aller le caresser. Il a l'air sympa, hein, Kiki ?» Et puis vous vous faites bouffer la main. Cette espèce de saloperie vous a bouffé la main. La fois d'après, quand vous avez votre copine, Sabrina, qui arrive et qui vous dit « Ah, regarde, j'ai acheté un chihuahua, tu viens le caresser ?» Qu'est-ce que vous vous dites ? « Non, j'y mets pas la main, cette espèce de petite horreur. Non, jamais. » C'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réponse au stress. Vous dites « Non, je vais pas mettre ma main, c'est comme quand j'étais petit. Je vais pas aller à nouveau me faire bouffer la main par un petit truc, comme ça. » Bon, quelques années plus tard, vous foutez un bon coup de pelle au chien et c'est fini, on n'en parle plus. C'est dur. L'amygdale n'oublie jamais. Et c'est pour ça que par moments vous vous dites, même quand je cherche à changer, c'est plus fort que moi. Je retourne vers ce que je connais déjà. Ce qui est quelque part rassurant. En même temps, ça nous questionne à un autre niveau. L'histoire du libre arbitre. On nous dit théoriquement que nous avons le libre arbitre pour changer et que tout est possible de ce fait-là. Mais quand on sait que 90% de nos réactions sont liées à notre inconscient et qu'il n'y a que 10% de notre conscient qui prend les décisions, d'après vous, qui va gagner ? C'était un 90, là normalement, pas un 10. 90 pour l'inconscient, 10% pour le conscient. Qui va gagner d'après vous ? Inconscient. Alors bien sûr, dans l'inconscient, il n'y a pas que nos pensées, pas que nos stratégies, etc. Il y a d'autres choses. Il y a le fait que le corps soit totalement autonome. Nous avons donc cette capacité, sans nous en rendre compte, à pouvoir avoir tous ces échanges au niveau cellulaire, à avoir aussi donc, le fait qu'on va cligner les yeux, qu'on peut parler et marcher en même temps, qu'on peut conduire et penser, ou être au téléphone. Il y a tout ça qui se fait sans qu'on s'en rende compte. C'est présent. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre conscient ? Alors bien sûr, heureusement, que nous pouvons changer, nous pouvons nous développer. Mais qu'est-ce que l'enfant a capté depuis son plus jeune âge ? Et comment ça fonctionne ? Et c'est là où le voyage commence. Quelque part, si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors je suis conscient que je ne maîtrise pas forcément tout. Et c'est déjà là où je peux me dire que si je ne maîtrise pas tout, je peux avoir un peu plus d'indulgence pour moi, pour le fait de ne pas arriver toujours à changer comme je le souhaiterais, parce que je suis porteur d'une information, papa, maman. Et quand j'arrive sur Terre, quand je nais, on va avoir tous les scénarios de naissance qui vont déjà jouer un rôle. Les scénarios de naissance sont issus des travaux de Claude Imbert, du docteur Claude Imbert, qui a travaillé pendant des années sur la manière dont les enfants arrivent au monde et comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un cordon ombilical autour du cou ? Est-ce qu'il y a eu un retard ? Ou bien au contraire, est-ce que l'enfant est arrivé en avance ? Forceps ? Ventouse ? Péridurale pour la mère ? Tout cela va déjà codifier l'enfant dès sa naissance. Donc un enfant n'arrive pas vierge, comme on peut le penser. Non, il y a déjà tout un ensemble d'informations qui sont transmises lors de la naissance. Et ces informations peuvent, par la suite, nous donner une explication sur nos comportements. Je peux, par exemple, en ayant eu le cordon ombilical autour du cou, être quelqu'un qui peut me sentir très vite étouffé. Ou au contraire, ne pas supporter certaines choses autour de mon cou. Ou préférer être protégé, justement, et ne porter que des cols roulés. Je peux, par exemple, si j'arrive par le siège,
être quelqu'un qui me met toujours en difficulté dans la vie, avoir besoin qu'on vienne me sauver? Est-ce que je suis venu par forceps ou ventouse et est-ce qu'on me force à faire des choses que je n'ai pas envie? Est-ce qu'on doit toujours me pousser dans une direction et je ferai toujours le contraire? Est-ce que j'arrive toujours en retard à mes rendez-vous? Alors, bien sûr, ce sont que des grilles de lecture, ce n'est pas une vérité. Mais ces grilles de lecture peuvent nous apprendre pas mal de choses sur déjà qui je suis. Et si j'apprends à savoir qui je suis, je peux mieux expliquer à l'autre comment je fonctionne, vu que je suis déjà un peu plus conscient de ce qui se passe. Je deviens donc maître de ma personne, ou du moins un peu plus. Ensuite, forcément, j'arrive dans une triade spécifique. Comment ça se passe avec papa et maman? Qu'est-ce qu'ils vont me transmettre au niveau intellectuel, émotionnel, au niveau de la sexualité? Est-ce qu'il y a des tabous ou pas? Au niveau de la créativité, est-ce qu'on joue avec les parents ou pas? Au niveau de l'argent, toutes ces croyances qu'il y a au niveau de l'argent. L'argent, c'est sale. L'argent, ça fait pas le bonheur. Les conflits entre papa et maman. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que papa et maman ne savent pas du tout communiquer? Et est-ce qu'ils passent par l'enfant pour communiquer? Est-ce que ça fait justement un enfant qui va devoir transmettre des infos? Maman, elle a dit ça. Va dire à ta mère ça. Ok. Maman, papa, il a dit ça. Rien à foutre. Ok, super. Et puis après, à force, quand on en arrive à se dire, tiens, mais les parents divorcent. Puis on a un enfant qui est un Christ incarné. Et qui va peut-être jouer au sauveur tout au long de sa vie. Pour essayer de réparer le lien papa-maman. Parce que ça aurait été sa fonction depuis son plus jeune âge. Bien sûr, il y a d'autres cas dans la triade. L'enfant peut par exemple devoir communiquer avec son père en passant par sa mère, parce que le père ne veut rien savoir sur l'enfant. C'est pas mon problème. Ma femme s'en occupera bien. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, c'est la mère qui s'occupe d'essayer de faire un lien et qui est à la base de tout. Mais dans la psychologie de cet enfant, ça va développer un tas de croyances, un tas de fonctionnements pour tenter de se faire aimer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être très sclérosant. Et le problème, c'est que cet enfant va développer des émotions, des sentiments. Et ces émotions ont, on va dire, un fonctionnement bien précis. Quand les émotions se créent, il y a création de néopeptides au niveau du cerveau. Ces néopeptides vont pénétrer la cellule. Et lorsque ça pénètre la cellule, l'info va passer au niveau de la cellule. L'émotion est donc greffée au niveau cellulaire et intracellulaire par l'intermédiaire de l'eau dans le corps. Et cette eau, qui véhicule l'information, va créer des cristaux. Et ces cristaux vont se condenser. Il y a donc une émission de vibrations, d'ondes électromagnétiques de par ces cristaux. Et cela va renforcer l'émotion. Et puisque ça renforce l'émotion, il y a à nouveau création de néopeptides. Et ainsi de suite. Cet enfant qui vit ses émotions n'aura pas de ce fait-là facile à pouvoir sortir d'un fonctionnement. Parce qu'on lui inculque depuis son plus jeune âge à fonctionner d'une certaine manière, avec des valeurs, des croyances, des capacités, tout ce qu'on retrouve d'ailleurs en PNL. Les émotions dont on parle le plus souvent sont la joie, la colère, la tristesse, la peur. Pour moi, il n'y a que deux émotions, la joie et la peur. Les deux autres, la colère et la tristesse, sont souvent aussi empreints de peur. Et quand on gratte réellement, derrière la tristesse peut se cacher la colère. Et derrière la colère peut se cacher la tristesse. Mais quand on gratte encore un peu, il y a souvent beaucoup de peur. Et les peurs que nous avons par rapport à ça sont trois peurs qui sont totalement virtuelles, imaginaires, fictives, rêvées. Vous savez que le cerveau ne fait aucune distinction entre ce qui est réel et imaginaire? Pour preuve, il vous est sûrement déjà arrivé de vous réveiller au plein milieu de la nuit et de vous dire « J'ai cru que Kiki Bouton là voulait encore me bouffer. » Mais ça va, c'est qu'un rêve. Je suis dans ma chambre, tout va bien, tranquille, je peux continuer ma nuit. Mais au départ, à aucun moment dans votre rêve, vous vous êtes dit
t'inquiète, il est en train de te bouffer le pied, mais c'est pas grave, tout va bien, continuez. Alors peut-être que des fois ça vous arrive, si vous arrivez à contrôler vos rêves, mais ça vous est déjà arrivé d'être connecté à une peur, une terrible peur, et hop, de vous réveiller. Et le cerveau n'a pas fait de distinction. C'est pour ça que par exemple, quand vous avez les no-life, ceux qui vivent 24 heures sur 24 derrière leur ordinateur, quand ils sont à nouveau en contact avec la réalité, ça peut créer un choc pour eux. Ça peut être très déstabilisant. Et ils peuvent ne pas savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel. Le cerveau engramme tout ça comme une réalité, comme une vérité pure. Ces trois peurs, peur du manque, peur de perdre et peur du regard de l'autre, sont elles aussi totalement virtuelles. Quand je manque de quelque chose, je n'ai pas peur de manquer, j'en manque. Si je ne peux pas manger à ma faim, c'est pas le manque le problème, c'est que je peux pas manger. Même chose, quand je perds quelqu'un que j'aime, qui est mort, j'ai plus peur de le perdre. Je suis en train de le perdre. Je l'ai perdu. Je suis toujours dans une forme d'anticipation. Je vais manquer de ça. Je risque de perdre ça. Et surtout, la plus traître, peur du regard de l'autre. Combien de fois par jour, vous ne passez pas à côté de quelqu'un et vous dites « Je suis certain que celle-là est en train de penser que j'ai grossi. Quelle pétasse !» Tiens, ben celui-là, ouais, non, mais je suis certain, ouais, non, mais attends, il est en train de penser ça de moi, ça et ça. Pourquoi il me regarde comme ça, l'autre? Ah, c'est ça, ouais. On a toujours peur de ce jugement. Mais qui est en train de juger? L'autre ou vous? Bien souvent vous. L'autre, c'est possible qu'il juge. Mais concrètement, vous pouvez y faire quelque chose? Vous pouvez l'empêcher de penser? Oui, vous pouvez le buter, oui, ça c'est sûr. C'est un peu radical. Et puis de toute façon, ça ne changera rien. Vous trouverez de toute manière un autre bourreau, d'une manière ou d'une autre. Alors si la vie est une histoire d'amour avec soi, je peux être conscient que, ouais, je vis selon ces trois peurs. Et que si je m'affranchis de mes peurs, je peux commencer à apprendre à vivre avec un peu plus de joie. Peut-être un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Bien sûr, cet enfant va développer, à cause de ces émotions-là, des croyances bien spécifiques. Au départ, on va transmettre à l'enfant des valeurs. Alors ça va faire plaisir à tous nos copains PNListes. Au final, les valeurs, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être comme des croyances très profondes qui sont véhiculées de génération en génération. Et ces croyances, alors ce qui va nous intéresser sur tout ça, ici, croyances et valeurs, donc les valeurs qui sont transmises de génération en génération, deviennent des croyances qu'on ne va absolument pas remettre en question. Si effectivement, des parents vont vous dire « la seule chose qui compte, c'est la suprématie blanche », parce que ça fait partie des valeurs de cohérence pour eux. C'est logique que les blancs soient au pouvoir. C'est logique que la femme fasse à manger dans la cuisine et ne vienne pas aux réunions des hommes. C'est normal. Et ça fait partie des valeurs et des traditions familiales. C'est comme ça. Et peut-être que l'enfant répétera ça bêtement. Ou peut-être qu'il voudra devenir à un certain moment un rebelle et dire « non, moi je vais faire tout le contraire ». Mais peut-être qu'en faisant tout le contraire, il fera exactement la même chose. Il sera simplement ses parents, mais comment on dit encore? En plus moderne. Et donc bien souvent, des comportements que vous avez absolument voulu fuir, vous finissez par les faire. Combien de fois ça vous arrive pas de dire « non, mais je voulais pas faire ça comme ma mère, mais au final je suis exactement comme elle. Je voulais pas être comme mon père, mais je fais exactement la même chose que mon père. » Donc, oui, effectivement, la seule chose qui change, c'est l'époque, c'est tout. Mais cet enfant qui continue à grandir et à se développer avec ses croyances et ses valeurs-là, il va mettre en place toutes des stratégies spécifiques pour essayer, quoi qu'il arrive, de se faire aimer. Soit il va faire plaisir au clan, c'est-à-dire faire en sorte que justement, il soit fidèle à ses valeurs et à ses croyances. Soit au contraire, comme je le disais, il va essayer d'être le loup solitaire, qui va d'une manière ou d'une autre essayer lui-même de recréer son propre clan. Mais toutes les stratégies, sans exception, seront toujours pour essayer de se faire aimer.
Je vais rendre service à l'autre. Tu vois, c'est bien ce que je fais. Je vais peut-être faire en sorte d'être toujours à l'écoute. Ah, je suis là, je t'écoute. Vas-y. Déverse tout ce que tu as besoin de déverser. J'en ai rien à foutre, mais c'est pas grave. Je suis là pour me faire aimer. Mais cet enfant, surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses stratégies? Ce qu'il essaye surtout de faire et de maintenir, c'est de rester dans sa zone de confort. Parce que sa zone de confort, il la connaît. Vous-même, vous connaissez votre zone de confort. Si toute votre vie, vous avez vécu ici dans cette pièce, et que je vous dis de l'autre côté, il y a des arbres, il y a des rues, etc., pas grave, je reste là où je suis. Bien sûr, je peux avoir la curiosité. Mais ce n'est pas toujours rassurant, hein, ce qu'on ne connaît pas. Alors, quand on a envie d'aller vers une nouvelle zone de confort, on doit d'abord aller dans la zone de turbulence, la zone de panique, et ça, on aime moins. Alors on se dit, ok, j'ai un studio, mais j'ai envie d'un super bel appartement, voire peut-être même Versailles, si c'était en vente. Ça peut être sympa. Alors, on va passer de la zone de confort à la zone magique. Et de la zone magique à notre zone de confort primordiale. Et on va faire des allers-retours. Parce qu'au départ, c'est pas confortable. Et ce qui nous dérange, c'est la zone de panique. Vous savez, le truc où vous dites, chouette, j'ai rencontré quelqu'un, est totalement différent de ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Mais il y a un truc qui cloche là, je suis certain. Ouais, s'il le faut, il a déjà buté quelques femmes. Ouais, s'il le faut, il cache des cadavres. Non, c'est bon, on arrête, je vais pas aller là. Mais peut-être qu'en se donnant la possibilité de sortir de cette zone de confort, d'affronter la zone de panique, alors je peux accéder à cette zone magique, oser faire quelque chose qui soit différent pour moi et par amour. Alors si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors j'ose m'aventurer au-delà de ma zone de confort, dépasser la zone de turbulence et atteindre ma zone magique. Mais ça prendra du temps parfois, parce qu'on va faire ces allers-retours de nombreuses fois. Et quand on arrivera dans la zone magique, cette zone magique, la première fois que vous arrivez dans votre nouvel appartement, vous dites « ouais, c'est génial !» Au bout de quelques temps, ça devient à nouveau votre zone de confort. Mais cette zone de confort, si on ne bouge pas, qu'est-ce qu'elle deviendra par la suite? Une zone de médiocrité. Parce que vous n'osez plus. Il n'y a plus d'aventure. Et si cet enfant, en se développant, en devenant un jeune adulte, ne se permet pas à un certain moment d'aller à l'aventure, il restera exactement là où il est. Heureusement, la vie va venir le secouer. Pour sortir de cette zone de confort, il va être nécessaire à un certain moment de savoir exactement comment est-ce qu'on fonctionne. Et quelles sont les blessures que nous avons depuis longtemps? Comment est-ce qu'on a appris à vivre avec ces blessures? Et comment est-ce qu'on a tendance aussi à jouer avec ces blessures? Parce que nous avons un comportement, comme je le disais tout à l'heure, nous mettons plein de stratégies en place pour pouvoir nous faire aimer. Et les premières stratégies que nous avons, et que vous connaissez peut-être déjà, sont en rapport avec les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de Lise Bourbeau. Enfin, disons que surtout Lise Bourbeau s'est largement inspiré et a repris tous les travaux d'un naturopathe des années 30 qui avait cartographié en fait déjà cela. Il avait 4 blessures, lui. L'abandon, le rejet, la trahison et l'injustice. L'humiliation n'en faisait pas partie. Elle a repris tout ça, remis au goût du jour. Effectivement, c'est très intéressant. Et on retrouve donc ces 4 blessures. Donc, d'abord l'abandon, parce qu'en quittant ma zone de confort, je sors de mes dépendances. Quelque part, je me permets de devenir autonome vu que j'ose faire un pas vers l'extérieur. Mais n'oublions pas que j'ai toujours besoin, d'une manière ou d'une autre, d'avoir les autres qui vont venir remplir mes attentes, qui vont venir remplir mes besoins. Mais quand je décide de me dire « je suis le seul responsable de mes propres besoins », alors je peux commencer à devenir autonome. Et pour devenir autonome, je dois d'abord quitter le sentiment d'abandon et donc de dépendant. Celui qui vit une blessure d'abandon, donc Lise Bourbeau a fait un lien entre ça et la morphologie. Donc, apparemment, notre morphologie décrirait la blessure qui a été la plus impactante pour nous. Cela ne veut pas dire que vous ne vivez pas les autres blessures. On les vit tous, d'une manière ou d'une autre. Et en fonction des situations bien spécifiques, nous allons
peut-être avoir le masque du dépendant, du fuyant, du rigide ou du contrôlant, ou même du masochiste. Celui qui vit la blessure d'abandon, alors on peut vivre la blessure d'abandon sans pour autant être un abandonnique. Hein. On peut par moments effectivement se sentir seul parce que l'autre n'est plus présent. L'abandon sera toujours dépendant de l'autre, il aura toujours besoin de l'autre pour être heureux. Si tu n'es pas là, je n'existe pas. Et donc, il va chercher généralement des relations qui vont être fusionnelles, parce qu'il n'arrive pas à être en fusion avec lui-même. Si je suis quelqu'un qui vit une blessure de rejet, je vais avoir tendance à rejeter les autres, essentiellement, pour ne pas me sentir rejeté. C'est beaucoup plus simple. Et si malheureusement je me fais rejeter, alors je pourrai avoir tendance à d'autant plus rejeter les autres. Parce que ressentir cette blessure, être connecté à celle-ci, c'est pas possible pour moi. Morphologiquement, la personne qui a été touchée par la blessure d'abandon est plutôt quelqu'un qui semble manquer de tonus musculaire. C'est comme si tout était flasque. Le rejet, lui, c'est vraiment le type de l'anorexique. C'est comme si toutes les particules de graisse avaient disparu. Il n'y a plus rien. Puis on a les autres blessures ici en dessous. La trahison et l'injustice. Celui qui vit la trahison, physiquement, on va dire que c'est un peu la caricature. L'homme avec les épaules larges, petit cul, et puis la nana qui est en bouteille d'orangina. Il y en a qui se reconnaissent. Quand il vit, ou quand elle vit de la trahison, il va avoir tendance à contrôler les événements, essentiellement pour ne plus vivre de la trahison. Je ne peux avoir confiance en personne, donc je me fais confiance. Et donc je vais contrôler les gens, leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, parce que je ne supporterai pas d'être confronté justement à un certain moment à ce manque de confiance en l'autre. Ce n'est pas possible. J'ai toujours le sentiment d'être trahi par quelqu'un. Je peux devenir un peu parano avec ça. L'injustice, c'est celui du rigide. C'est celui qui, généralement, a l'air d'avoir un corps tonique, pas forcément très musclé, mais très tonique. C'est généralement quelqu'un qui va s'habiller avec des vêtements qui seront plutôt très ajustés, très serrés. On va dire l'institutrice, hein, vous voyez, dans les années 30, 40, l'institutrice sévère avec le chignon bien tiré en arrière. Ça, c'est la rigide. Elle ne supportera pas l'injustice. Mais par contre, ce n'est pas parce que les choses sont justes pour moi qu'elles le sont pour les autres. Et donc, en bon rigide, je pourrais justement imposer des choses aux autres qui pourraient devenir injustes, mais qui me semblent tout à fait justes. Au centre, j'ai mis l'humiliation. L'humiliation, c'est, on va dire, le rondouillard jovial. C'est celui qui a l'air de rendre des services pour faire plaisir, mais qui en fait n'en pense pas moins. En termes PNL, on pourrait dire justement les structures d'accord et de désaccord. Je dis oui, mais je pense non. Et c'est quelqu'un qui va toujours être dans des relations justement où il va chercher à se faire mal, d'une manière ou d'une autre. Je dis oui, mais je ne suis pas d'accord. Ça me fait mal au bide. Et cette personne, justement, a vécu bien souvent un sentiment de honte, a été peut-être humiliée depuis son plus jeune âge, et donc a mis des couches pour se protéger. Alors vous voyez que j'ai mis des flèches un petit peu dans tous les sens, parce que derrière la trahison se cache souvent une blessure d'abandon, et derrière l'injustice se cache une blessure de rejet. Ces deux blessures, abandon-rejet, sont les blessures primordiales, c'est la base. Et puis on a l'humiliation. À tout moment dans notre vie, nous pouvons avoir une prise de poids. Il se peut peut-être que cette prise de poids puisse être en rapport avec un moment où on n'a pas forcément été bien avec soi-même. On s'est peut-être senti écrasé, humilié, en colère. On a peut-être fait des choses pour lesquelles on n'était pas tout à fait d'accord, mais on a quand même dit oui. Et on commence à se trahir petit à petit. Comme je le disais, on peut tous incarner ces blessures et on va jongler avec ces blessures tout au long de notre vie. Mais si l'enfant, justement, commence à sortir de ces blessures, et si vous-même vous apprenez à sortir de ces blessures-là, on peut commencer petit à petit à devenir réellement autonome et construire un peu plus d'amour de soi. Mais
s'aimer et trouver cette confiance en soi, c'est faire la distinction entre mes capacités, mes compétences et une réelle confiance en soi. Combien de personnes n'ont pas confiance en elles simplement en fonction des compétences qu'elles ont? Je fais superbement bien à manger. Je suis un amant incroyable. Je suis un très bon conducteur. J'ai un goût pour la décoration qui est fabuleuse. Oui, mais si on vous retire tout ça? Vous avez remarqué quand vous allez à des soirées et que vous rencontrez des personnes qui sont parfois médecins, avocats. Bonjour, je suis médecin. Oui, mais enfin, on s'en fout, on n'est pas une consultation, on est une soirée. Qu'est-ce que je m'en tape que tu sois médecin? Ça change rien à ma vie, quoi. C'est qui, toi? T'es qui? Présente-toi, ton nom, ton prénom, voilà. Après, ta profession, je m'en tape. Mais c'est comme si la profession, d'ailleurs, je suis arrivé, je vous ai dit, je suis naturopathe kinésiologue. Mais si on me retire ça, je suis qui? Est-ce que j'ai continué à exister? Théoriquement, oui. Je continue à exister. Mais tout cela nous donne de la valeur. Pourtant, nous devrions être capables de pouvoir exister sans tout ça. Bien sûr que ça donne du sens. Et ça fait du bien de pouvoir aussi exister à travers notre job. Et se dire, je suis bon dans ce que je fais. Chouette. Ça nous permet de nous estimer. Mais de 0 à 10, quelle est la confiance que vous avez en vous? Vous pouvez évaluer? Et de 0 à 10, 10 étant le maximum, combien d'amour en vous avez-vous, pour qui vous êtes? Souvent, il peut y avoir une différence. Puis vous pouvez faire une moyenne, et vous voyez où est-ce que vous vous trouvez. Et ça, c'est l'estime que vous avez de vous-même. Sans amour de soi, il ne peut pas y avoir estime de soi. Et il ne peut pas donc y avoir confiance en soi. Et quand je commence à avoir confiance en moi, en dehors de mes compétences, c'est-à-dire pour qui je suis, simplement, tiens, ben, je suis juste moi. C'est énorme. Parce que je suis unique. Nous sommes tous uniques. Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir apporter, de m'apporter à moi et dans le monde qui est autour de moi? En dehors de toutes mes autres compétences, sans mon métier, sans tout ce que j'ai pu développer parce que je l'ai appris à l'école, lors de formations, de cours. Qu'est-ce qui fait que je suis moi et que je suis unique? Et ça, c'est inestimable. À partir du moment où je prends conscience de soi, de ça, à ce moment-là, effectivement, la vie peut commencer à devenir une histoire d'amour avec soi. Bien sûr, il y a quand même encore un petit obstacle. Et l'obstacle, c'est l'ego. Alors vous avez sûrement lu beaucoup de livres qui vous disent, surtout dans le domaine spirituel, hein, dans le bouddhisme on le dit, il faut tuer l'ego. Mais l'ego est aussi nécessaire que le carburant dans une voiture. Et il faut distinguer l'ego de la blessure d'orgueil. Vous savez, l'ego il est nécessaire parce que grâce à lui, on peut par exemple se dire « Ouais, je suis capable de faire ça. Je peux me dépasser et je peux essayer de transcender une situation. Je peux me faire confiance. Je peux me dire « Pourquoi pas, essaye, on verra bien. Qu'est-ce qui peut t'arriver ?» Mais l'orgueil dira « Ah oui, mais toi tu as fait ça, mais bon, c'est rien. Moi je te fais ça 10 fois au petit déjeuner, quoi. T'es vraiment trop con. » Et l'orgueil vous dira « En même temps, on est bien d'accord, c'est sympa ce que tu fais dans la vie, mais bon. Moi, quoi, tu vois ?» L'orgueil sera toujours en comparaison. Soi et l'autre. Je suis mieux que toi. L'ego n'a pas besoin de ça. Il est peut-être juste en compétition avec lui-même, en se disant « Ok, je peux être capable de dépasser quelque chose, réellement. » Le problème, c'est que souvent, l'orgueil a des attentes. Vous savez, les fameuses attentes dont on a parlé tout à l'heure. J'attends de l'autre qu'il me rende heureux. Et dans ces cas-là, la personne peut être atteinte de stacosite aiguë. Vous savez ce que c'est que la stacosite aiguë? Vous avez déjà entendu parler ou pas? Non, chez les Canadiens, on appelle ça la stacose. C'est à cause de mon mari si ça va pas. C'est à cause de ma fille si ça va pas. C'est à cause de mon job. La stacosite aiguë. Et quand on arrête et qu'on sort de ça, qu'on n'est plus dans cette stacosite aiguë, c'est plus à cause de l'autre, mais peut-être que je suis un peu responsable de ce que je vis. Qu'est-ce que j'ai permis? Qu'est-ce que j'ai permis de rentrer dans ma vie? En quoi est-ce que j'ai vraiment fait preuve d'amour pour moi si j'ai accepté que
ça n'aille pas dans mon couple, si j'ai accepté à un certain moment de me faire maltraiter au travail, si j'ai accepté de tomber malade, alors on va se dire, oui, mais bon, je suis pas responsable si j'ai une maladie. Peut-être pas totalement, mais il y a peut-être un petit pourcentage qui fait que. Comment est-ce que j'ai pris soin de moi et à quel niveau? Et c'est là où, quand on sort des attentes, on va plonger dans l'ombre. Tout ce qu'on cherche à cacher. Vous savez, cette fameuse pièce à la maison où on fout notre bordel, on se dit, tout est en ordre, regarde. Bon, il y en a qui ont des très grosses pièces avec beaucoup de bordel. Mais toute cette ombre qu'on veut absolument pas montrer aux autres. C'est pas facile de dire par moment que, ouais, j'ai des envies suicidaires. Oui, c'est vrai, parfois je suis déprimé. C'est pas facile non plus de dire, par moments, je déteste le monde. Il y a des moments, j'ai juste envie que les choses s'arrêtent. Par moments, je pleure très souvent chez moi à la maison. Mais on n'en parle pas. Parce que la seule chose qui compte, c'est l'image qu'on va donner à l'autre. Parce qu'on a peur de ce que l'autre va encore penser de nous. Il ne faut surtout rien montrer. Il faut être lisse, parfait. Et surtout, mettre ce qu'on appelle un voile de lumière. Le voile de lumière qui dit, regarde, comme tout va bien. Ah ben oui, mais moi je suis allée en consultation et depuis, c'est magique. Oui, mais si c'est si magique que ça, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ça? Parce qu'il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre ombre. Si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors peut-être que, en embrassant mon ombre, je me permets de devenir un peu plus authentique. Parce qu'elle fait partie de moi, elle existe. Et c'est un tout. Je ne suis pas juste cette lumière qui est là. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit moi, je suis une colonne de lumière. Je me dis ah ben ça alors, ça c'est cool. Putain, merde quoi. Je me dis ça fait des années que je suis en train de travailler sur moi. Il n'y a rien. EDF n'est pas passé. Et cette ombre, il est temps peut-être justement juste de l'accueillir. Dire ok, ben t'existes, tu fais partie de moi, autant que ma lumière. Et n'oubliez pas que votre lumière est à la mesure de votre ombre. Et votre ombre est à la mesure de votre lumière. Ce que vous êtes capable de faire comme belle chose par rapport à quelqu'un, vous pouvez le lendemain le détruire totalement si vous en avez envie. De la même façon. C'est équivalent. Alors se dire, ouais, je suis beau, je suis parfait, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est sympa. Mais je peux être aussi la pire des pourritures. Et c'est ok. C'est pas grave. C'est juste de se dire, ça fait aussi partie de moi. Mais quand on commence réellement à développer plus d'amour pour soi, on peut se dire, ça va, c'est à l'aise. Bien sûr, après avoir vu tout ce qui pouvait se passer au niveau des neurosciences, de la psychologie, il y avait quand même encore un domaine qui restait pour moi une grande question. C'était le domaine de la spiritualité, le troisième pilier. Tous ces livres sur le développement spirituel, sur la loi d'attraction. Il y a une croyance qui est véhiculée à travers certaines philosophies comme le bouddhisme, qui dit que nous sommes une âme qui vient faire une expérience humaine sur Terre. Pourquoi pas? Moi en tout cas j'y adhère. L'idée que nous soyons une âme qui voyage à travers le temps pour expérimenter des choses et devenir à chaque fois un peu plus conscient. Même sans se réincarner, nous nous rendons compte théoriquement que, avec le temps, nous devenons d'ailleurs plus conscients de certaines choses, de nos mécanismes, de nos fonctionnements, de ce qu'on accepte, ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Donc, quand vous aviez 15 ans et quand vous en avez 45, il y a une différence. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Enfin, encore une fois, théoriquement. Il y a des gens qui restent quand même bien figés. Et si nous sommes justement cette âme qui vient sur Terre pour expérimenter quelque chose, il se peut que nous ayons des indices de naissance. Ces indices de naissance, c'est un peu tout ce que vous portez, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les scénarios de naissance et les triades. Tout cela nous indique que nous pouvons apprendre avec des grilles de lecture, comme par exemple... tu peux retirer les autres si c'est trop lourd. Comme par exemple tout ce qui est... Ça va aller? Ok. Donc ces indices de naissance
peuvent nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître à travers des grilles de lecture, que sont par exemple l'astrologie, la pentanalogie, la numérologie. Alors bien sûr, ce n'est que des grilles de lecture et ça vaut ce que ça vaut. Mais parfois, c'est assez étonnant de voir que, quand on utilise ces grilles de lecture, on se rend compte qu'il y a des choses quand même qui clopent. Et c'est intéressant. Parce qu'en allant un peu plus loin, au niveau de ces indices de naissance, on se rend compte que là aussi, on peut commencer à un peu mieux expliquer aux autres comment on fonctionne, à partir du moment où ça fait un peu plus sens pour soi. Il est dit aussi que, puisque nous arrivons dans un monde et que nous sommes une âme qui fait une expérience humaine, nous émettons autour de nous une espèce de champ énergétique. Et que ce champ énergétique, c'est tout ce qui touche à cette fameuse loi d'attraction, attire à elle tout ce que je suis. Et donc la vie devient un merveilleux miroir de ce que je suis. Les gens sont le miroir de ce que je suis. L'Institut HeartMath à Londres a fait une découverte il y a à peu près une dizaine d'années. C'est un peu l'effet miroir, mais nous avons toujours besoin d'un miroir déformé pour un peu mieux voir ce que nous sommes. Vous savez, ce truc où on se dit « Non mais moi je ne suis pas quelqu'un qui juge, absolument pas. Quelle est grosse celle-là. Mais trop conne, attends, ça c'est sûr. Moi, juger? Mais attends, mais non, n'importe quoi. Et puis une heure plus tard, vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh mais attends, mais toi, t'es complètement médiocre, quoi. Tu vaux que dalle. » Attends, moi je t'aurais jamais jugé et tu me juges? Attends, moi qui fais tout en sorte pour justement faire attention de mettre tous mes accords Toltec en pratique et ne juger personne, et tu me juges? Oui, mais peut-être que quelques temps avant, j'ai aussi jugé. Bon, il y a plein d'autres exemples de ce style-là. Vous savez, ce truc que vous ne supportez pas chez l'autre, vous diriez, mais que vous faites peut-être aussi. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas la même intensité, mais vous le faites aussi. À quoi est-ce que ça vous renvoie? À ce champ. Et si la vie est donc une histoire d'amour avec soi, alors je prends conscience que la vie est un miroir géant, un révélateur permanent, dont je suis co-créateur. Oui, parce que je suis co-créateur. Forcément, vu que j'accepte certaines situations, je dis oui. Donc si je dis oui, cela veut dire que j'ai aussi une part de responsabilité. Et à un certain moment, il est peut-être temps que je décide de quel genre de personne est-ce que j'ai envie d'être et quel chemin j'ai envie de suivre. Est-ce que j'ai envie d'un chemin qui soit épineux ou au contraire beaucoup plus léger? Il y a 5 chemins de vie possibles dans la vie. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, on en a cartographié 5. Le premier chemin, c'est celui de la victimisation. C'est celui qui est de toute façon résigné. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien qui changera de toute façon dans ma vie, c'est comme ça. Je suis né comme ça, je vis comme ça, je vais mourir comme ça. C'est clair que ce n'est pas un chemin facile. Alors beaucoup de gens vont dire « Oui, mais bon, attends, faire de la victimite aiguë, c'est facile. » Si, au contraire, c'est très facile de se plaindre tout le temps. Oui, mais pour celui qui le vit, c'est de la souffrance permanente. Donc c'est un chemin assez difficile. Puis on a le chemin un peu plus facile. C'est là où tout est un drame. C'est celui du tragédien. Vous savez? Il y a une griffe sur ma voiture, mais putain, c'est quoi que je vais devoir le casser? Et vous savez pas me plomber au niveau de mon argent, etc. Oui, bon, 10 minutes plus tard, ça va un petit peu mieux. Mais malgré tout, dans l'instant, c'était une catastrophe. C'est sa vie qu'il était en train de perdre, son identité, sa voiture, quoi, merde. Enfin, vous comprenez quand même bien le truc. Le tragédien. Mais nous, on n'est pas comme ça, bien sûr. Nous, on est dans la perméabilité émotionnelle. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Vous savez, c'est au cours de votre journée, le fax qui ne fonctionne pas, l'ordinateur, on pète un câble. Mais au soir, tout va bien. On retrouve son chéri ou sa chérie et magique. Puis après, il fait à manger. C'est pourri, vous vous énervez. Mais c'est pas grave, on va regarder un bon Walt Disney et tout va bien. C'est un peu bipolaire. Un peu comme les enfants. Vous avez vu le sketch de Florence Foresti, là, quand l'enfant il pleure. Ah, maman, une pomme. Ah, tout va bien. C'est exactement la même chose. Puis on a le chemin un peu plus facile. Un peu plus facile parce qu'on apprend à lâcher prise. C'est celui qui va dire, ok, je suis confiant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vis certaines choses, mais bon, voilà. La vie doit avoir un sens que je ne comprends pas forcément tout le temps, mais c'est ok, ça me va. Il doit y avoir un truc.
Quelque part, tout a sa raison d'être et tout est parfait dans un monde imparfait. Enfin, le dernier chemin, c'est le chemin le plus facile. C'est celui où on donne du sens à l'expérience. Et là, c'est celui qui est aligné. Il va décoder les choses qui lui arrivent. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça ne veut pas forcément dire que le décodage est universel. Il va peut-être découvrir que sa maladie peut-être a pour lui un sens, qui ne sera pas forcément le sens de l'autre, mais elle aura un sens pour lui. Il comprendra qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Il comprendra que s'il a un accident, ce n'est pas non plus comme ça que ça s'est mis en place. Quels sont tous les événements? À quel moment il n'a pas écouté son intuition? À quel moment il n'a pas écouté cette boussole intérieure, ce GPS qui lui disait « fais pas ça ». Mais bien sûr, le mental a toujours raison. Il va dire « bon, l'intuition c'est gentil, c'est cool, on est connecté, hein, kumbaya my lord ». Mais le mental, c'est important. On nous a appris à grandir avec ça. C'est comme ça qu'on fait les maths, etc. Et puis on ne va pas faire sa comptabilité avec de l'intuition. Hein, ça serait sympa de rajouter un tas de zéros partout, mais concrètement, hein, le comptable, il ne va pas être très content. Et le mental va vous dire, non, 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 écoute surtout pas ce truc-là, non, non, fais comme tu connais, stratégie, n'oubliez pas, je fais toujours quelque chose parce qu'à un certain moment, c'est plus fort que moi. Et je connais ce truc, je me suis fait mordre par Kiki Bouton, non, je ne remettrai pas ma main. Même si peut-être il y a un truc qui me dit, c'est pas grave, ce chien est en train de mourir là, accompagne-le peut-être, dépasse ta peur, il va peut-être pas te bouffer, bon c'est possible, mais vous avez toujours l'appel. Ça veut dire que derrière tous les chemins, quand je donne du sens à l'expérience, je me rends compte que peut-être il y a un bénéfice secondaire et donc une fonction positive à ce que je vis. Là, je commence à devenir un peu plus responsable de qui je suis et de ce que je vis. Et donc j'apprends un peu plus à m'aimer de ce fait-là. Enfin, ça me permet de faire des choix, selon le bon, le beau, le vrai, le pur et le juste. Est-ce que le choix que je vais faire ici est véritablement bon pour moi? Réellement? Ou moyennement? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me permet d'être un peu plus authentique? Est-ce que c'est pur? Est-ce que il n'y a rien qui pourrait venir entacher ma vie ou celle des autres? Et de ce fait-là, est-ce que c'est juste autant pour moi que pour ceux qui m'entourent? Robert avait un meilleur ami. Son meilleur ami, c'était Gaëtan. Et Gaëtan était en couple depuis 3 ans avec Caroline. Et Robert, il craquait bien sur Caroline. Caroline craquait bien un petit peu sur Robert. Mais Robert et Gaëtan étaient meilleurs amis. Et donc, il n'allait pas casser le couple de son copain. Malgré tout, Robert a couché avec Caroline. Et j'ai dit, c'était bon pour moi, clairement. Ah ouais, elle me faisait vraiment vibrer celle-là. Est-ce que j'ai été authentique? Bon, pas vraiment, mais c'est pas bien grave. On s'en fout. Tant que personne n'est au courant, hein, ça ne peut pas faire de mal. Est-ce que c'était pur? Moyennement. Est-ce que c'était juste? Pas du tout. Mais c'est pas grave. Pas grave. Pas grave parce que c'était beau et ça me faisait vibrer. C'est déjà pas mal. Donc on avait 2 points sur 5 qui étaient sympas. Malheureusement, Gaëtan a été au courant parce que Caroline n'a pas su tenir sa langue. Et elle s'est dit, merde, je culpabilise. Je peux pas, ça fait quand même quelques années que je suis avec Gaëtan, il faut que je lui dise. Et donc Robert, eh bien, il a perdu Caroline, parce que Caroline, elle s'est cassée, et puis il a perdu son meilleur ami. Pourtant, il avait la possibilité de faire un choix différent et de prendre ses responsabilités. Mais il ne l'a pas fait, malheureusement. Parfois, il nous arrivera de résister au changement, parce que ça sera difficile pour nous d'arriver à sortir de cette zone de confort. Et c'est là où il faudra avoir un peu plus de bienveillance pour nous-mêmes, plus d'amour, et se dire, c'est pas grave, je me pardonne. Je me pardonne parce que j'ai le droit de me planter, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de ne pas savoir sortir d'un fonctionnement. Ça ne veut pas dire que ça ne vous demande pas de travailler dessus, mais c'est ok, si pour l'instant, ce n'est pas la bonne saison, ce n'est pas la bonne période pour dépasser votre problème.
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie, à un certain moment, va se charger de toute manière de vous aider à sortir de votre zone de confort. Et elle va vous tester. Vous savez, ce truc où au départ, c'est juste une petite pitchinette. Vous dites, oh, pas grave. Puis après, c'est une petite claque. Et non, pas grave. Puis après, c'est une grosse claque. Un peu moins grave. Puis après, c'est l'accident. C'est la maladie. C'est la déchirure. C'est la rupture. C'est la maison qu'on vous vend sous vos fesses. C'est votre voiture qu'on vous prend. C'est tout ce à quoi vous tenez. Et la vie, d'une manière ou d'une autre, va venir vous secouer. Et vous dites, mais je ne suis pas responsable de ça. Ah, n'oubliez pas, nous avons un champ électromagnétique, nous attirons à nous ce que nous sommes. Et physiquement, ça se marque. Si à un certain moment, je ne me donne pas la possibilité de penser différemment, les choses seront toujours identiques. À un certain moment, dans l'autre sens. Ça peut être sympa, mais non. Et voilà. Ouais, bingo. Vous avez gagné la cagnotte. Oui, comme ça. Non? Voilà. Oui, oui, c'est OK. En vivant une même situation, et que j'ai les mêmes pensées par rapport à ces situations, je ferai donc les mêmes choix. Si je fais les mêmes choix, j'ai les mêmes actions et les mêmes comportements. Et donc je vivrai les mêmes expériences. Et au final, les mêmes sentiments. Et ces mêmes sentiments vont provoquer les mêmes pensées qui engendreront les mêmes choix, qui engendreront les mêmes actions et les mêmes comportements. Et ainsi de suite. Par contre, en fonction d'une certaine réalité, si je désire à un certain moment dépasser mon fonctionnement, et que je me permets d'avoir une nouvelle pensée, de nouvelles façons de penser, je créerai de nouveaux choix. En créant de nouveaux choix, je vais créer de nouvelles actions et des nouveaux comportements, enfin des nouvelles expériences, et pour finir des nouveaux sentiments, qui vont m'inspirer des nouvelles pensées. Alors à ce moment-là, oui, je me donne la possibilité de vivre une histoire d'amour avec moi-même. Et si cette histoire d'amour avec moi-même m'ouvre peut-être par la suite la possibilité de vivre aussi une histoire d'amour avec l'autre. Donc si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors par la suite, elle peut devenir une histoire d'amour avec l'autre. Je vais terminer cette conférence en vous lisant un petit texte, un tout petit texte, enfin deux petites citations. La première, c'est l'introduction d'un film qui s'appelle Sucker Punch. Et ça dit ceci. Chacun de nous a un ange ou un gardien qui veille sur nous. On ne sait pas quelle forme ils vont prendre. Un jour c'est un vieillard, le lendemain c'est une petite fille. Mais les apparences sont trompeuses. Ils peuvent être aussi féroces que des dragons. Pourtant, ils ne sont pas là pour se battre à notre place, mais pour chuchoter depuis les feux de la rampe, pour nous rappeler que c'est chacun de nous qui détenons le pouvoir dans les mondes que nous créons. Nous nions l'existence des anges, nous nous persuadons qu'ils ne peuvent exister, mais ils se manifestent là où on les attend le moins et quand on s'y attend le moins. Ils peuvent s'exprimer à travers tout être sorti de notre imaginaire. Ils crieront à travers des démons s'il le faut, pour nous pousser à engager le combat. Et enfin, philosophe parmi tous les philosophes, la relation la plus excitante, la plus stimulante et la plus importante de toutes est celle que vous avez avec vous-même. Carrie Bradshaw, Sex and the City. Merci beaucoup. Bien voilà, on est arrivé au terme de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir accompagné, de m'avoir écouté. Si vous avez maintenant des questions, eh bien, je vous écoute. Sinon, je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis, on se retrouvera peut-être ici ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, une belle soirée alors. À bientôt. Et n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site internet, donc www.khaliljimassé.com. Il y a aussi une page Facebook pour ceux qui veulent suivre mon actualité. Je vais créer une nouvelle page qui va s'appeler les hasards nécessaires, où c'est justement une amie ici
qui m'a inspiré ça, où il y a quelque temps, elle me disait que si elle n'avait pas mis un foulard sur sa tête, elle n'aurait pas rencontré une personne qui lui aurait permis justement de pouvoir développer son activité au niveau stylisme. Et je me dis, ça n'a tenu qu'à ça, à un foulard. Et parfois, notre vie va être transformée juste parce qu'on aura fait une seule action. Et cette action sera déterminante pour tout le reste. Alors j'avais envie de créer une page justement où chacun peut y déposer, ou plutôt un groupe, où chacun peut y déposer son hasard nécessaire. Voilà. Si je n'avais pas fait ça, je ne vivrais pas ça aujourd'hui. Ça peut être inspirant pour les autres, parfois motivant, et puis quand tout d'un coup on se sent un petit peu perdu, on peut aller relire ça et voir que ça peut arriver pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.